Et si vous vous réveillez demain matin et qu'Internet avait tout simplement disparu? Aucun avertissement, aucun compte à rebours, aucune alerte info, car il n'y a pas d'alerte info. L'écran de votre téléphone vous dévisage comme un œil vide. Le symbole Wi-Fi tourne, et tourne, et tourne. Vous actualisez la page. Rien. Vous redémarrez le routeur. Rien. Vous appelez un ami. Attendez, pouvez-vous seulement appeler quelqu'un? Vous ouvrez Google Maps pour obtenir un itinéraire. L'écran affiche simplement « Aucune connexion ». Internet. La colonne vertébrale invisible de tout ce que vous faites, de tout ce que vous achetez, de partout où vous allez, de tout ce que vous aimez. Disparu. Pas en panne pour maintenance, pas une coupure temporaire, pour toujours. Avant d'aller plus loin, si vous êtes le genre de personne qui reste éveillée à penser au scénario de fin de civilisation, à l'effondrement technologique et à ce qui se passerait réellement si, alors cette chaîne est faite pour vous. Appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, car nous explorons exactement ce genre de questions chaque semaine. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne prendrez plus jamais votre signal Wi-Fi pour acquis. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. La plupart des gens supposent que la disparition d'Internet ressemblerait à une mauvaise journée. Une matinée au ralenti, impossible de scroller sur TikTok, Netflix qui ne charge pas. Agaçant. Gérable. Ils ont catastrophiquement tort. Dans les 60 premières secondes après un arrêt mondial et permanent d'Internet, voici ce qui se passe réellement. Les marchés boursiers s'effondrent. Non pas parce que les investisseurs paniquent, mais parce que les systèmes de trading eux-mêmes sont automatisés, fonctionnant sur des réseaux de fibre optique et des flux de données en temps réel. Sans connexion, les algorithmes ne peuvent pas s'exécuter, les courtiers ne peuvent pas communiquer, et l'ensemble de l'infrastructure financière mondiale passe en mode de gel d'urgence. À New York, Londres, Tokyo, Francfort, des milliards de dollars de transactions s'arrêtent en pleine exécution, suspendus dans des limbes numériques, qui n'existent plus. Les systèmes de contrôle du trafic aérien dans des dizaines de pays se déconnectent. Les avions déjà dans le ciel ne sont pas immédiatement en danger. Les aéronefs ont une navigation indépendante, mais les communications au sol entre les tours et les pilotes, entre les aéroports et les compagnies aériennes, entre les compagnies et les fournisseurs de carburant, tout cela, mort. En quelques heures, les aéroports du monde entier commencent à clouer les vols au sol. Pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le doivent. Les services d'urgence, 911, 112, 999, beaucoup d'entre eux fonctionnent désormais sur des systèmes VoIP dépendants d'Internet. Dans les villes qui ont modernisé leur centre de répartition, les appels d'urgence commencent à échouer. Des personnes ayant des crises cardiaques composent le numéro frénétiquement. Rien ne se connecte. Et tout cela se produit en 60 secondes. Parlons d'argent, car c'est là que la vie de la personne moyenne commence véritablement à s'effondrer. Le système bancaire moderne n'est pas un coffre-fort rempli de lingots d'or avec votre nom sur un petit post-it. C'est un vaste réseau interconnecté de serveurs, de systèmes de règlement en temps réel et de protocoles de vérification cryptographique qui communiquent tous exclusivement via Internet. Sans lui, chaque distributeur automatique dans le monde cesse de fonctionner. Vous vous approchez, insérez votre carte, la machine ne peut pas vérifier votre solde, ne peut pas communiquer avec votre banque, ne peut pas autoriser une seule transaction. L'écran affiche un seul mot, indisponible. Les cartes de crédit, même histoire. Les terminaux de point de vente de chaque restaurant, de chaque supermarché, de chaque station-service. Ils nécessitent tous une connectivité Internet pour traiter les paiements. Quelques heures après la coupure, tout l'écosystème des paiements sans espèces s'effondre complètement. C'est ici que cela devient effrayant. La plupart des habitants des pays développés ne transportent presque plus d'argent liquide. En Suède, moins de 10% des transactions étaient effectuées en espèces avant même la pandémie. Au Royaume-Uni, la personne moyenne transporte moins de 12 livres en espèces à un moment donné. Aux États-Unis,
Des sondages montrent qu'environ 41% des Américains ne font aucun achat en espèces au cours d'une semaine typique. Que se passe-t-il lorsque ces personnes essaient d'acheter de la nourriture ? Les supermarchés peuvent encore fonctionner, les produits sont dans les rayons, les caissiers sont là, mais le paiement est impossible, à moins d'avoir de l'argent liquide physique. Et l'argent dans votre portefeuille ? Vous avez intérêt à le faire durer. Car les banques ne peuvent pas fonctionner, les distributeurs automatiques sont en panne, et il n'y a aucun moyen d'en retirer davantage. Dans les premières 24 heures, les premières files d'attente se forment. Pas dans les restaurants, pas dans les cinémas, dans les quelques entreprises restantes qui peuvent accepter des espèces. Dans les petits magasins de quartier avec des caisses mécaniques qui n'ont jamais été mises à jour. Et les gens commencent à réaliser, pour la première fois depuis des décennies, que toute la richesse sur leur téléphone, dans leurs applications bancaires, dans leur portefeuille d'investissement est, pour le moment, totalement inaccessible. Voici une chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. Comment la nourriture arrive-t-elle dans un supermarché ? La réponse implique ce qu'on appelle la logistique de la chaîne d'approvisionnement, un système si profondément dépendant d'Internet que sans lui, l'ensemble s'arrête en quelques jours. L'expédition et la distribution modernes sont coordonnées grâce au suivi GPS, à la gestion numérique des stocks, au système d'entrepôt automatisé et à la communication en temps réel entre les fournisseurs, les distributeurs et les détaillants. Chaque camion sur chaque autoroute est suivi. Chaque palette dans chaque entrepôt est cataloguée numériquement. Chaque livraison est planifiée via un logiciel. Sans Internet, les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement ne peuvent pas suivre où se trouvent leurs camions. Les entrepôts ne peuvent pas traiter les stocks. Les supermarchés ne peuvent pas passer de commandes aux fournisseurs. Les centres de distribution ne peuvent pas recevoir d'instructions. L'ensemble du système de livraison en flux tendu, qui maintient les rayons des supermarchés approvisionnés avec exactement la bonne quantité de produits, réapprovisionnés précisément lorsqu'ils s'épuisent, s'effondre. Cela commence lentement. Le premier jour, les rayons semblent normaux. Le deuxième jour, quelques vides apparaissent. Le troisième jour, des sections entières sont vides. Pain, lait, produits frais. Au cinquième jour, les rayons de la plupart des supermarchés urbains sont complètement dépouillés. Non pas parce que la nourriture n'existe pas, les fermes ont encore des céréales, les usines ont encore des conserves, mais parce que le système de coordination qui déplace la nourriture de la production aux rayons ne fonctionne plus. Les villes font face à une réalité terrifiante. La plupart des zones urbaines ont environ 3 jours d'approvisionnement en nourriture dans leurs réseaux de distribution locaux. 3 jours. Les zones rurales s'en sortent un peu mieux. Les fermes produisent leur propre nourriture, les communautés locales ont un accès plus direct à la production. Mais les villes, les grandes zones métropolitaines comme New York, Londres, Shanghai, elles dépendent presque entièrement d'un flux constant et ininterrompu de logistique de la chaîne d'approvisionnement. Et ce flux s'est arrêté. Au-delà de la logistique et de la finance, il y a quelque chose d'encore plus personnel qui s'effondre, la connexion humaine. Pensez à la façon dont vous communiquez avec les personnes que vous aimez. Les SMS via Internet. WhatsApp, iMessage, Telegram, Internet. Les réseaux sociaux, Internet. Les emails, Internet. Les appels vidéo avec la famille à l'étranger, Internet. Même les appels téléphoniques traditionnels, dans de nombreux cas, sont désormais acheminés via des systèmes de voix sur IP. La disparition d'Internet ne vous déconnecte pas seulement des divertissements et des services. Elle vous déconnecte des gens. Imaginez avoir un membre de votre famille vivant à l'étranger, un parent, un frère, une sœur, un enfant. Quand Internet tombe en panne, vous ne pouvez pas les joindre. Vous ne savez pas s'ils sont en sécurité. Vous ne savez pas ce qui se passe là où ils se trouvent. Le silence à l'autre bout d'une conversation WhatsApp morte est terrifiant d'une manière difficile à décrire
tant qu'on ne le vit pas. Les lignes fixes traditionnelles, les anciens réseaux téléphoniques en fil de cuivre, fonctionneraient encore dans les pays où elles existent toujours. Mais des millions de foyers ont complètement abandonné les téléphones fixes au cours de la dernière décennie. Aux États-Unis, près de 70% des adultes vivent dans des foyers sans aucun téléphone fixe. Alors comment joindre quelqu'un de l'autre côté de l'océan? Vous écrivez une lettre. Vous attendez des jours ou des semaines. Dans une situation de crise, ce n'est pas seulement un inconvénient, c'est insoutenable. Et cette dimension psychologique de l'effondrement d'Internet est souvent sous-estimée dans les scénarios de catastrophe. Ce n'est pas seulement que les services cessent de fonctionner, c'est que le tissu des liens humains quotidiens, la conscience constante et latente que vos proches sont à un message de distance, se déchire. Le monde devient, très soudainement, un endroit beaucoup plus vaste et beaucoup plus solitaire. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que les êtres humains ne s'effondrent pas simplement lorsque les systèmes tombent en panne. Nous nous adaptons. L'histoire regorge d'exemples. Nous avons survécu à des épidémies, des guerres, des famines, à l'effondrement d'empires entiers. En tant qu'espèce, nous sommes remarquablement doués pour nous restructurer quand nous y sommes obligés. Alors, à quoi ressemble concrètement une société post-Internet un mois plus tard? L'argent liquide devient roi, presque immédiatement. Les gouvernements du monde entier se précipitent pour imprimer davantage de monnaie physique. Les banques commencent à traiter les transactions manuellement, oui, avec des formulaires papier, comme en 1975. Lent? Absolument. Impossible? Non. En quelques semaines, les fonctions bancaires de base reprennent grâce à des processus manuels. Les économies locales explosent. Les marchés de producteurs, les producteurs locaux, les magasins de quartier, quiconque a un accès direct aux marchandises et la capacité d'effectuer des transactions en espèces devient essentiel. L'économie hypermondialisée, dans laquelle votre téléphone est assemblé en Chine, votre café cultivé en Éthiopie et votre nourriture emballée dans 3 pays différents, commence à se relocaliser rapidement, non par choix, mais par nécessité. La radio fait son grand retour. La radio AM et FM, qui ne nécessite aucune connexion Internet, devient le principal moyen de diffusion de l'information. Les gouvernements commencent à diffuser des informations d'urgence, les stations locales fournissent des mises à jour communautaires et les personnes qui possèdent encore des radios deviennent des centres d'information pour le quartier. Les technologies de communication à l'ancienne, télégrammes, télécopieurs, même la radio à ondes courtes, sont dépoussiérées et remises en service. Les transports s'adaptent. Les compagnies aériennes ne disparaissent pas. Les avions volent toujours. Les pilotes savent toujours comment naviguer. Les mécaniciens savent toujours comment réparer les moteurs. Mais les opérations aériennes ralentissent considérablement à mesure que les systèmes de communication au sol se reconstruisent en utilisant des alternatives à Internet, radio, systèmes basés sur des satellites qui ne dépendent pas de l'Internet public, et communication par ligne directe. En un mois, un réseau aéronautique réduit mais fonctionnel commence à émerger. Et peut-être plus surprenant encore, les communautés se resserrent. Des gens qui n'avaient jamais parlé à leurs voisins connaissent soudainement leur nom. Des réseaux d'entraide locaux se forment organiquement. Les gens partagent des ressources, des compétences et des informations en face à face de manière qui semble pour beaucoup d'entre eux étonnamment pleine de sens. Maintenant, prenons du recul, beaucoup de recul. Si Internet disparaît de manière permanente, comment la civilisation se réorganise-t-elle sur des années et des décennies? La réponse est « nous reconstruisons », mais différemment. Les connaissances qui ont permis de construire Internet ne disparaissent pas avec Internet lui-même. Les ingénieurs savent toujours comment construire des réseaux. Les programmeurs savent toujours comment écrire du code. La physique fondamentale, les câbles à fibre optique enterrés sous les océans, le matériel stocké dans les fermes de serveurs, tout cela existe encore. Ce qui a disparu, c'est la couche de coordination, l'accord mondial d'être connecté.
En un an, des internets locaux commencent à émerger. Des réseaux régionaux, construits à partir de l'infrastructure de fibres existantes, créent une connectivité au sein des villes, au sein des pays, sans nécessairement se connecter à un système mondial. Voyez cela comme la différence entre un réseau routier local et un système d'autoroutes internationales. Les routes locales fonctionnent toujours, même si le système mondial s'effondre. Les soins de santé se transforment profondément. La médecine moderne dépend intensément des dossiers numériques, des diagnostics à distance et des chaînes d'approvisionnement pharmaceutique coordonnées via Internet. À court terme, cela crée de véritables crises. Mais à long terme, la médecine se relocalise. Les hôpitaux développent des systèmes de dossiers physiques, les pharmacies locales stockent des gammes plus larges de médicaments essentiels et les communautés investissent plus massivement dans la capacité médicale locale. L'éducation se transforme également. Les écoles reviennent à des modèles en présentiel, pas à contre-cœur, mais parce qu'elles y sont obligées. Les livres, les bibliothèques et les enseignants humains redeviennent soudainement extrêmement importants. L'industrie de la technologie éducative, EdTech, pesant des milliards de dollars, s'évapore du jour au lendemain, mais les étudiants apprennent toujours. À bien des égards, l'expérience d'apprentissage personnalisée, physique et humaine que la technologie érodait lentement revient en force. Et politiquement, le pouvoir des États-nations augmente considérablement. Dans un monde sans Internet mondial, la communication internationale est plus difficile, plus lente et plus contrôlée. L'information ne voyage plus à la vitesse de la lumière. La propagande est plus difficile à diffuser, mais la vérité l'est aussi. Les gouvernements autoritaires, paradoxalement, pourraient trouver un monde post-Internet plus facile à contrôler. Les mouvements démocratiques qui s'appuient sur les réseaux sociaux pour s'organiser, pensez au printemps arabe, pensez aux mouvements de protestation dans des dizaines de pays, perdent un outil essentiel. Les implications géopolitiques d'une coupure permanente d'Internet sont, à certains égards, la partie la plus sombre de tout ce scénario. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dans cette catastrophe, cet effondrement total du système autour duquel nous avons construit tout notre monde moderne, il y a des choses que les gens disent constamment, dans les sondages et les études sur la détox numérique, sur la vie hors ligne, sur une vie plus simple, qu'ils regrettent quand ils ont Internet et qu'ils retrouvent quand ils le perdent. L'ennui. L'ennui véritable et authentique, le genre qui forçait autrefois la créativité. Des enfants construisant des choses avec du bois, du ruban adhésif et de l'imagination. Des adultes regardant par la fenêtre, laissant vagabonder leur esprit, tombant sur des idées qu'ils n'auraient jamais eues en faisant défiler un écran. La présence, le sentiment d'être pleinement dans l'instant, un repas, une conversation, un coucher de soleil, sans le bourdonnement de fond des notifications et des mises à jour, et la conscience constante de ce que tout le monde fait partout ailleurs sur Terre. La profondeur, des relations qui exigent des efforts, de vrais appels téléphoniques, de vraies lettres, de vraies visites, qui s'avèrent être plus riches et plus nourrissantes que les interactions numériques superficielles et expéditives qui les ont remplacées. Et le temps. Les gens rapportent constamment, lorsqu'ils sont déconnectés d'Internet, qu'ils ont l'impression d'avoir plus de temps. Parce que c'est le cas. La personne moyenne passe 6 à 7 heures par jour sur des écrans connectés à Internet. Ce temps revient. Et les gens ne savent pas quoi en faire, au début. Et puis ils trouvent. Et il s'avère souvent que c'est quelque chose de très beau. Ce n'est pas un argument en faveur de la perte d'Internet. Ce que je décris ici est une catastrophe, ne vous y trompez pas. Des gens mourraient, des économies s'effondreraient, les chaînes d'approvisionnement échoueraient, des millions de personnes souffriraient pendant la transition. Mais enfouie au sein de cette catastrophe se trouve une question sur laquelle il vaut la peine de s'attarder. Qu'avons-nous perdu lorsque nous avons gagné tout cela? Maintenant, est-ce vraiment possible? Internet pourrait-il vraiment juste disparaître? Voici la vérité qui dérange. Oui, de plusieurs manières différentes.
Tempête solaire. En 1859, une énorme tempête solaire, appelée l'événement de Carrington, a frappé la Terre, détruisant les systèmes télégraphiques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Si un événement d'une ampleur équivalente frappait aujourd'hui, la perturbation géomagnétique qui en résulterait pourrait griller les composants électroniques des satellites, des câbles sous-marins et de l'infrastructure Internet à l'échelle mondiale. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 12% de chances qu'un événement solaire du niveau de Carrington se produise au cours de la prochaine décennie. Cyberattaque coordonnée. L'infrastructure physique d'Internet, les câbles sous-marins, les grands centres de données, les serveurs racines DNS qui permettent au nom de domaine de fonctionner, est plus vulnérable que la plupart des gens ne le réalisent. Une attaque coordonnée par un acteur étatique sophistiqué, ciblant la poignée de nœuds critiques qui acheminent la majorité du trafic Internet mondial, pourrait provoquer des pannes en cascade d'une ampleur qui pourrait prendre des années à réparer. Conflit mondial. Dans un monde en guerre, l'infrastructure Internet devient une cible principale. Les câbles sous-marins, qui transportent plus de 95% de l'ensemble du trafic Internet international, peuvent être coupés. Les satellites peuvent être détruits. Les centres de données peuvent être bombardés. Dans un conflit mondial suffisamment destructeur, Internet en tant que système mondial unifié pourrait être détruit, ne laissant que des fragments. Fragmentation réglementaire. C'est la plus lente, mais sans doute la plus probable. Déjà, l'Internet mondial se fracture. La Chine exploite sa propre version fermée, la Russie construit une infrastructure parallèle, l'Iran bloque les réseaux externes. Si cette tendance se poursuit, l'Internet mondial en tant qu'entité unifiée pourrait simplement cesser d'exister, non pas avec un grand boom, mais par un lent et silencieux morcellement. Alors, et si Internet disparaissait pour toujours? La réponse est « tout change ». Instantanément, catastrophiquement, de manière irréversible, et puis, lentement, de façon surprenante, différemment. Nous souffririons, nous serions en deuil. Nous perdrions des choses qui comptent vraiment, les liens avec les personnes que nous aimons, l'accès aux connaissances qui sauvent des vies, des outils qui ont rendu l'existence humaine considérablement meilleure d'innombrables façons. Et puis nous nous adapterions, parce que nous l'avons toujours fait, parce que sous les algorithmes et les applications et le défilement infini, il y a toujours une espèce humaine qui sait comment faire du feu, comment cultiver de la nourriture, comment se retrouver dans l'obscurité, comment raconter des histoires, comment donner un sens au chaos. Internet est extraordinaire. C'est l'une des choses les plus remarquables que les êtres humains aient jamais créées. Mais c'est un outil incroyablement puissant qui change le monde et définit la vie, construit sur une infrastructure physique, entretenue par des êtres humains, et en fin de compte, fragile. La question n'est pas vraiment « et s'il disparaissait ?» La question est « sachant que cela pourrait arriver, comment voudriez-vous vivre différemment, dès maintenant ?» Si cette vidéo vous a fait réfléchir, même un peu, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide véritablement d'autres personnes à trouver ce contenu et nous construisons une communauté de personnes qui veulent réfléchir sérieusement au monde dans lequel nous vivons. Abonnez-vous, car la semaine prochaine, nous nous demanderons « et si l'électricité elle-même disparaissait? Et si l'argent ne valait plus rien du jour au lendemain? Et si la gravité devenait soudainement plus faible ?» Les réponses vous surprendront et peut-être vous dérangeront de la meilleure façon possible. On se voit